Bonjour tout le monde. Et un bonjour particulier aujourd'hui aux étudiantes et aux étudiants de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui sont privés de cours pour cause de fermeture administrative de l'université décidée par la direction. Donc voilà, un petit peu comme d'habitude, dès qu'il y a un prémisse de mouvement social, la direction met les étudiants et les enseignants à la porte. Ils vous privent de cours, ça c'est une première chose. Ils vous privent par ailleurs euh, tout simplement du droit à la parole, puisque ce qui est visé à travers ces fermetures, c'est le fait que des assemblées générales n'aient pas lieu. Or, que vous soyez opposant ou au contraire soutien au mouvement de grève, vous auriez pu utiliser ces assemblées générales pour vous exprimer. Bon, donc pas de cours, pas de parole. Quick, quick. Par bonheur, nous avons d'autres moyens de communiquer. Aussi, je réactive cette chaîne comme diffuseur de contenu pour les étudiantes et les étudiants de l'Université de Paris. Bien, premier point. Deuxième point, j'aurais eu quelques scrupules à vous parler un jour de grève, étant donné que personnellement je soutiens la grève. Mais étant mon propre employeur, de moi-même le vampire, de mon propre cœur le vampire, n'est-ce pas? Étant mon propre employeur, je n'ai pas vraiment de sens à faire grève. Donc voilà, que faire? Et bien, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de produire réellement un cours, je vais essentiellement essayer de vous donner envie. Vous donner passionnément envie de travailler sur le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, à savoir l'essai sur le don de Marcel Mauss. Mais plus généralement, en parlant de Mauss, il y a une vraie actualité à parler de Mauss aujourd'hui, pendant un mouvement national d'opposition à une réforme des systèmes des retraites. Pourquoi? Parce que Mauss, à partir de son retour de la Première Guerre mondiale, s'engage plus fermement dans une activité théorique proche des socialistes de son temps. Il développe vraiment, il publie beaucoup dans l'Humanité avec Jean Jaurès, des textes socialistes. Et vraiment, c'est un travail d'étude des fonctions sociales qui a vocation à nourrir le sens commun pour nourrir la scène politique et notamment les théories socialistes. Or, à l'intérieur de ça, il identifie la grève générale comme un moment dans lequel les travailleurs et les travailleuses font exister finalement le rêve du socialisme maussien, on pourrait dire, ou jaurétien. C'est-à-dire une forme de démocratie sociale et de république sociale dans lequel chaque outil de production appartient aux travailleurs et aux travailleuses qui l'exploitent, et à l'intérieur desquels ou entre lesquels des coopératives naissent pour faire exister des échanges basés sur la solidarité entre travailleurs et travailleuses, et notoirement parmi ces formes de solidarité que Mauss appelle de ses voeux au terme de la réflexion dans l'essai sur le don d'ailleurs, il y a des caisses pour les chômeurs et puis des caisses de retraite. C'est vraiment un objet de réflexion central dans la pensée politique de Marcel Mauss, pensée politique qu'on enseigne hélas trop peu. Bien. Alors, vous donnez envie de lire l'essai sur le don. C'est probablement quelque chose que certains d'entre vous connaissent. C'est peut-être quelque chose dont on vous a rebattu les oreilles. Pour vous donner envie de le lire, ou de le comprendre, et de le comprendre, je voudrais vraiment commencer l'introduction à cet ouvrage, la mise en appétit, par le but de l'ouvrage. Et le but de cet ouvrage, il faut vraiment le comprendre. C'est difficile. Le but de l'essai sur le don, c'est de comprendre à quoi sert un marché. À quoi sert un marché bien avant de servir à produire de la circulation d'objets, de la richesse, des gens qui font des bénéfices, des gens qui au contraire font des pertes. Voilà. À quoi sert un système d'échange? À quoi sert un marché? Et à travers cette question, Marcel Mauss nous dit, voilà, en regardant des sociétés traditionnelles, pas des sociétés anciennes, des sociétés traditionnelles, j'observe qu'il existe des systèmes d'échange, en un sens des marchés, qui ne correspondent pas du tout euh, au fonctionnement des marchés tels que nous les connaissons aujourd'hui en Occident,
ils ne sont pas exclusivement économiques, ils ne visent pas la production de profit, ils ne permettent pas l'accumulation, et pourtant les objets circulent. Il y a une forme d'obligation, malgré l'absence de bénéfices ou d'espérance de bénéfices, les gens échangent et échangent et échangent dans des systèmes d'obligation. Donc, en d'autres termes, voilà, à quoi sert l'échange qu'on voit à travers le marché lorsqu'il ne s'agit pas de produire des bénéfices économiques? Là, c'est une question très intéressante. Alors, la méthode va consister à aller, c'est l'effort principal, regarder 3 systèmes d'échange dons, l'un au Samoa où on échange des Oloa et des Tonga, c'est-à-dire des biens masculins et des biens utérins. Ensuite, on va regarder les travaux de Bronislaw Malinowski sur la Kula, où l'on échange des brassards et des colliers à travers un chapelet d'îles. Et enfin, on va regarder le système dit potlatch chez les Kwakutl, par exemple, en Colombie-Britannique. À chaque fois, il va s'agir de repérer quelles sont les fonctions sociales à l'œuvre dans ces gigantesques systèmes d'échange qui dévorent une énergie sociale considérable, sans que le but en soit de produire un quelconque profit économique. Et encore moins de permettre une quelconque accumulation de données. Donc à quoi sert le marché quand ça n'a aucune valeur économique? Je voudrais que vous partiez de cette question frappante. Ensuite, il cherchera à comprendre qu'est-ce qui oblige, en quelque sorte, à faire circuler les objets quand ce n'est pas l'intérêt économique. Quelle est la puissance propre de l'objet qui intègre cette obligation? Quelle est l'espèce d'âme de l'objet qui va forcer les individus à le faire circuler dans différents systèmes culturels, aussi bien en Scandinavie que dans les îles Trobriand ou en Colombie-Britannique ou au Samoa. Mais on pourrait ajouter dans le pays du Seigneur des Anneaux où l'anneau a une âme et il pousse le propriétaire à lui faire effectuer un trajet. Bien. Alors, on va réfléchir à tout ça. Mais revenons d'abord à cette idée simple. À quoi ça peut bien servir d'échanger des objets sans profit? C'est une situation intéressante. Hein. Pensez à un jeu de Monopoly. Au Monopoly, on joue avec du faux argent. Donc à la fin du Monopoly, on n'a rien gagné, on n'a rien perdu en réalité. On a simplement joué. Mais par l'échange et par la mise en tension, par la compétition qui a été organisée à l'intérieur de cette fiction ludique, on s'est amusé ensemble, on a créé des liens peut-être entre les joueurs, en tout cas au moins une familiarité qu'on a pu augmenter. Personnellement d'ailleurs, je suis très 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 favorable en fait à supprimer toute régulation des marchés. Simplement, il faudrait en rajouter une. Vous n'avez le droit de spéculer, vous autres boursicoteurs, qu'avec des bouts de papier qui ne représentent rien, qu'avec des billets de Monopoly. Voilà. Donc on supprime tout impôt, toute taxe, on arrête de les embêter, ils ont le droit de spéculer sur ce qu'ils veulent, mais simplement ils n'ont pas le droit d'utiliser d'autres monnaies que des billets de Monopoly ne représentant rien. Voilà. Mais revenons à cette histoire. Cette hypothèse n'est pas si absurde, puisque, en définitive, ce que nous dit Marcel Mauss, c'est que en regardant d'autres sociétés, on comprend que la fonction sociale primordiale à l'œuvre dans l'échange des objets, ça n'est pas une fonction économique de création de profit. C'est autre chose. Bien. Alors, prenons cet ouvrage. Hop, on y va. Sociologie et anthropologie. On ouvre l'essai sur le don. Hop. Et qu'apprend-on d'abord? Alors, on apprend d'abord que Essai sur le don, forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, c'est 2 articles extraits de l'année sociologique en 1923 et 1924. Donc ça n'est pas un livre qu'il aurait publié, ce sont 2 articles qu'il a publiés dans une revue. On commence ensuite par quelques strophes de Lavamal, un des vieux poèmes de l'Edda scandinave, c'est-à-dire vraiment le registre de mythologie scandinave, qui met en scène finalement comment est-ce que la générosité, l'amitié, le fait de faire circuler les objets crée en quelque sorte une grande valeur et voilà, comment on doit se rendre mutuellement les cadeaux et en effet on sera plus longtemps amis.
Vous voyez, c'est un poème qui nous est raconté, et qui donne une valeur morale au fait d'échanger, 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 en apparence sans attendre en retour, et en réalité en étant obligé de donner, obligé de recevoir, obligé de rendre. Bien. Alors, ça lui sert à quoi? Ça lui sert à présenter son sujet. Je vous lis, dans la civilisation scandinave et dans bon nombre d'autres, les échanges et les contrats se font sous la forme de cadeaux, en théorie volontaires, en réalité obligatoirement faits et rendus. Je descends plus loin dans la page. Le caractère volontaire, pour ainsi dire, apparemment libre et gratuit, et cependant contraint et intéressé de ces prestations. Alors, dans les 3 systèmes qui vont être explorés, dans les îles Samoa, échange à l'occasion de la naissance des enfants, puis de manière continue, d'objets utérins, c'est-à-dire d'objets à haute valeur symbolique représentant le clan, et d'objets masculins, c'est-à-dire d'objets profanes, hein, d'objets des outils, des paniers, des biens sans valeur sacrée. Donc dans les Samoa, dans l'archipel trop brillant, c'est-à-dire dans le Pacifique occidental, comme en Colombie-Britannique, c'est-à-dire sur la côte ouest du Canada, on observe effectivement de vastes systèmes d'échange à l'intérieur desquels Mauss décrit une triple obligation. À chaque fois que je reçois un objet, je suis obligé de rendre un objet. Il insiste d'ailleurs beaucoup sur la notion de temps. Je ne peux pas rendre l'objet immédiatement. Si je rends l'objet immédiatement, alors il s'agira plutôt d'une forme de troc. Ce qu'on observe, en tout cas ça n'est pas cela, c'est le fait d'un don suivi longtemps après, quelques jours après, ou quelques mois après, ou quelques années après, ça dépend des systèmes, un don suivi quelque temps après d'un contre-don, le temps ayant cette valeur de dignifier en quelque sorte l'échange. On a été endetté, on pourrait dire obligé en français, puis on rembourse sa dette, ce qui endette notre partenaire, qui nous remboursera notre dette. Et des systèmes comme ça d'échange dans lesquels les objets circulent. Selon cette triple obligation de donner, je dois vous donner, obligation de recevoir, vous ne pouvez pas refuser mon don, obligation de rendre, après un certain temps, vous me rendrez un objet équivalent, pas forcément le même. Par exemple, si vous avez reçu de moi un brassard dans le système Kula, vous me rendrez un collier, toujours dans le système Kula. Je ne m'approfondirai pas sur la Kula aujourd'hui parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos et par ailleurs, j'ai fait cours aux étudiantes et aux étudiants à qui s'adresse cette vidéo la semaine dernière. Bien, là-dessus, sur Malinowski. Mauss nous met tout de suite en garde, immédiatement, dans la première page, en quelque sorte, du programme de l'essai sur le don. Ces échanges sont en apparence libres et gratuits, et en réalité obligatoires et intéressés. Je vous dirais que cette distinction est probablement due, peut-être de manière consciente, à la subjectivité de l'anthropologue, plus qu'à ce que pensaient les Kwakiutl, les Trobriandais et les Samoans. On fait cette distinction entre ce qui moralement serait valorisé en Occident, c'est-à-dire un cadeau libre et gratuit, alors qu'on voit bien qu'en réalité, ils sont comme obligés par le rite de le faire, et c'est intéressé parce que selon qu'on rende ou qu'on rende pas, on sera puni par l'objet, on aura la tête pourrie comme dans la Kula, on ne sera pas intégré dans les réseaux de solidarité comme dans le potlatch. C'est un système d'obligation qu'on pourrait décrire en fait de la manière suivante. Ces échanges sont perçus par les personnes qui échangent comme normaux. C'est ça qu'on fait. Quand on reçoit, on rend. Tout simplement. C'est l'ordre des choses, dicté aussi bien par les objets eux-mêmes qui ont une âme et qui veulent circuler, que par les mœurs. Et pour le dire autrement, c'est finalement toute la vision du monde, des objets, toute la façon dont l'existant, le réel est peuplé de symboles qui indiquent
au Trobriandais, au Kwakutl et au Samoan, qu'il faut faire circuler l'objet. Euh, Parce que les âmes circulent, parce que les âmes sont mélangées aux objets, parce que cet objet-là veut circuler, parce qu'il en a toujours été ainsi, parce que si on ne le fait pas, on aura la tête pourrie, parce qu'on perdra des alliances, parce qu'on ne sera pas intégré, etc. etc. Donc, c'est un système d'obligation, c'est tout simplement la norme. Et Marcel Mauss nous dit, observez cela, nous percevrions ça comme libre et gratuit, quand en réalité, c'est un acte qui est euh, intéressé et obligatoire. J'ai fait cette distinction parce que bon, la triple obligation et le en réalité libre et gratuit, en réalité intéressé et obligatoire, c'est vraiment les deux, en quelque sorte, bases qu'il faut comprendre dans l'essai sur le don pour entrer facilement dans la suite de la réflexion. Or, cette deuxième partie, le en réalité, en apparence, libre et gratuit, en réalité intéressé et obligatoire, il faut bien le comprendre, ça ne signifie pas que les gens font semblant que c'est libre et que c'est gratuit. Hein. Ils font pas semblant, c'est pas ça la question. C'est que, en, tel que l'échange est déployé sur la scène sociale, il n'y a pas d'échange d'argent, il n'y a pas de rémunération immédiate, il n'y a pas de police pour forcer la personne à le faire, donc c'est en apparence libre et gratuit. En réalité, c'est effectivement quelque chose qui relève de l'obligation, triple obligation, obligation de donner, de recevoir et de rendre. En d'autres termes, obligation de faire circuler les objets. Alors l'ouvrage commence, c'est amusant d'ailleurs parce qu'on ne les cite jamais quand on parle de Marcel Mauss. L'exemple commence par la description d'un rituel d'échange dons aux Samoa. Dans les îles Samoa, on décrit lors de la naissance d'un enfant chez les Samoa l'échange de biens masculins et de biens féminins. Des biens féminins sont des biens utérins, c'est-à-dire des biens à forte valeur symbolique sont apportés et sont échangés, des biens masculins sont apportés et sont échangés, euh, et Marcel Mauss nous dit la chose suivante, le couple qui présente son enfant à la communauté n'est pas du tout plus riche après l'échange qu'avant. Le couple ne s'est pas du tout enrichi du vaste processus d'échange. En revanche, il se considère en quelque sorte protégé, valorisé, honoré par l'énorme échange d'objets qui a eu lieu, la grande circulation des biens. La circulation des biens a fait d'une certaine manière circuler les âmes et garantit l'accueil de l'enfant sous les bons tongas, c'est-à-dire sous les bons biens utérins, c'est-à-dire dans la bonne filiation en quelque sorte, et en l'occurrence qui serait plutôt matrilinéaire que patrilinéaire, c'est-à-dire plutôt dans une lignée maternelle que du côté de la ligne des papas. Donc on commence par la description des Samoa, et qu'est-ce qu'on observe? Première chose, toute simple. Ça n'est pas l'accumulation, ça n'est pas le profit qui est recherché, c'est la circulation, la mise en circulation par l'échange. Et l'échange ne demande pas à ce que l'objet demeure, ne demande surtout pas à l'accumulation, à avoir toujours de plus en plus, non. Le bien rattache. Le bien vous rattache par sa circulation à plusieurs mondes à la fois. À vos ancêtres, à vos contemporains, mais aussi à toute l'âme qu'on a pu placer dans les objets, au monde de ces objets animés, en quelque sorte à ce monde magique. Mauss a beaucoup réfléchi à une théorie de la magie qui fait l'objet de l'ouvrage précédent qui suit dans Sociologie et Anthropologie. Excusez-moi, qui précède. Hop. Zou, j'ouvre la bonne page. Toc. Définition de la magie, c'est pas là. C'est esquisse d'une théorie générale de la magie. Bon. Bien. Alors, Marcel Mauss nous parle aussi de l'Akula. Je vous en ai assez peu parlé. Pardon, je ne vais pas vous en parler beaucoup aujourd'hui parce que j'ai déjà fait cours dessus, qu'il y a une vidéo sur le site qui en parle. La chose qui me semble intéressante de retenir, c'est que c'est un modèle d'échange qui implique une circulation à travers un chapelet d'îles.
pour échanger des biens. Cet échange ordonne le monde, puisque dans un certain sens, on apporte toujours des colliers. Dans l'autre sens des voyages, on apporte toujours des brassards entre partenaires à vie qui sont liés par cet échange de dons. Je reçois de toi des brassards, je t'apporte des colliers, j'apporte les colliers à quelqu'un d'autre qui me donne un brassard en échange. Enfin, toute cette chaîne d'alliance permanente euh, et que Marcel Mauss décrit comme un fait social total, je vous redirai pourquoi dans un instant, toute cette chaîne d'échange exclut d'une certaine manière la compétition. On demeure dans un système d'échange dans lequel on crée essentiellement du lien, de l'appartenance, de la communauté de corps, de la communauté d'âme, de la communauté culturelle. Communauté d'âme parce que toutes les personnes, tous les partenaires Kula sont liés les uns aux autres. Si l'un garde l'objet, alors il aura la tête pourrie. Mais tous ceux qui sont dans la chaîne Kula auront la tête pourrie, donc communauté de corps, d'âme. On a mélangé les âmes aux objets, fait circuler l'objet, mélangé les âmes entre elles et créé de la communauté de corps, créé une communauté culturelle, religieuse, parce qu'on fait des cérémonies religieuses ensemble alors qu'on peut habiter très loin les uns des autres. On a des pratiques, on a aussi des pratiques marchandes, on discute, etc. Bref, on renforce l'intégration, le niveau d'intégration et de cohérence de la société, sans jamais intégrer de compétition, même s'il peut y avoir de très fortes inégalités entre les partenaires Kula. Certains partenaires Kula, chefs très puissants, peuvent avoir des centaines de partenaires Kula, quand des personnes plus pauvres et moins puissantes et moins investies auront beaucoup moins de partenaires Kula. Dès lors, on comprend que, même s'il n'y a pas de communisme primitif, comme le dit Malinowski, il existe un système dans lequel les biens circulent sans production de valeur économique, mais c'est essentiellement un coût économique, le coût de l'expédition, au-delà de la menace des sorcières des mers, qui représente un vrai danger pour les expéditions Kula. On a un fait social total, un système d'échange qui n'implique pas de compétition entre les acteurs. Alors, fait social total, c'est-à-dire que très vite dans l'ouvrage, Marcel Mauss nous dit que ces systèmes d'échange non sont des faits sociaux totaux, en ce sens qu'ils expriment simultanément toutes les institutions d'une société. Ce sont des faits, des actions qui sont à la fois religieuses, à la fois diplomatiques, à la fois juridiques, à la fois politiques, à la fois esthétiques, etc., etc. Et on fait aussi du commerce à l'occasion de ces échanges-là. Donc, toutes les institutions de la société se rattachent à ces rituels d'échange. Bien. Alors je vous dirai maintenant un mot du potlatch. C'est donc un type d'échange non, un système d'échange non saisonnier qui a été décrit à Marcel Mauss à travers des témoignages d'ethnologues et qui se déroule en Colombie-Britannique, c'est-à-dire sur la côte ouest du Canada, chez la tribu, dans les tribus des Kwakiutl, des Haïda et des Tlingits, je crois bien. Alors, voyons voir où est-ce qu'il nous en parle de ça. Ah, j'aurais dû mettre des post-it, suis-je bête. Oh, de toute façon, je connais ça par cœur, je vais vous le raconter comme ça. Alors, la spécificité, pourrait-on dire, du potlatch comme système d'échange d'eau, c'est qu'il est agonistique, en ce sens qu'il s'organise comme une compétition. Une fois encore, on ne produira pas de profit, bien que les objets aient une forte valeur économique, on ne produira pas de profit, bien que les objets échangés aient une forte valeur économique, on ne permettra pas l'accumulation, mais on entrera dans une lutte d'honneur et de crédit autour du vaste système des échanges. Donc, à une certaine saison, lorsque la saison de la pêche et de la chasse est terminée, on se rassemble, les tribus se rassemblent pour passer une saison ensemble. C'est alors que s'organise un vaste système d'échange qu'on appelle le potlatch. On s'offre les objets de clan à clan, de chef de clan à chef de clan.
Ces objets peuvent être par exemple des coffres contenant des objets symboliques du clan qui ont une très très forte valeur, des objets en bois travaillés, des objets en cuivre travaillés qui ont une valeur extraordinaire, de la graisse de phoque qui a une valeur économique extraordinaire et qui a un véritable enjeu de survie. Et donc s'organise une forme de compétition de dons et de générosité. Euh, Chaque don entraînant naturellement un contre-don et une compétition de dons. Et le don suprême consiste à donner énormément et à détruire énormément. Donc, dès lors qu'on va, par exemple, faire flamber de beaux objets sculptés avec de la graisse de phoque, ou jeter la graisse de phoque à la mer, enfin des actions qui, d'un point de vue économique et peut-être même d'un point de vue, comment dire, de survie, défient le bon sens. Que se passe-t-il dans leur tête pour qu'ils se mettent à échanger de la valeur sans jamais tâcher de l'accumuler, sans jamais tâcher de se l'accaparer, et puis, réciproquement, euh, qu'est-ce qu'on gagne à empêcher l'accumulation et à obliger à la circulation, à la circulation, à la circulation de biens? Bien. Je fais une parenthèse parce qu'il y a encore une dimension de l'œuvre de Marcel Mauss qu'on mentionne beaucoup trop peu. Euh, alors, Marcel Mauss commence par dire, voilà, j'ai aperçu un fait anthropologique. Dans de nombreuses sociétés, on a des systèmes d'échange qui n'ont pas essentiellement de vocation économique. Ça m'interroge, je vais essayer de comprendre quelle est la fonction sociale à l'œuvre. Premier point. Deuxième point, il relève d'obligations, triple obligation donner, recevoir, rendre. Ce sont des faits sociaux totaux. Ils sont en apparence libres et gratuits, mais en réalité, ils sont obligatoires et intéressés. On va essayer de comprendre ce qui oblige. Est-ce que c'est la puissance de l'objet, par exemple? Est-ce que c'est l'âme de l'objet? Est-ce que c'est l'âme qu'on a placée dans l'objet? Voilà. Donc, euh, bon. Et à partir de là, au lieu d'en tirer, par exemple, une forme de structuralisme et de dire dans toute société, nous trouverons cette structure de création de liens autour d'objets qui possèdent du mana, de la force, et qui seuls sont capables de maintenir ensemble du même et du différent, par exemple, ce que pourrait faire un Claude Lévi-Strauss, qui fait l'introduction à l'édition de 1950 de Sociologie et Anthropologie, euh, au lieu de verser dans ce structuralisme-là, dans l'essai sur le don, Marcel Mauss, en fait, tire des conclusions plutôt politiques et morales. Politique en ce sens que il va clairement nous dire que comment est-ce qu'on retrouve les fonctions à l'œuvre dans les systèmes d'échange dons? Eh bien à travers la mutualisation, à travers la corporation, à travers la mise en commun dans le travail, mais encore, donc ça c'est vraiment un volet politique, il va y avoir un volet moral à cela, c'est-à-dire qu'il va nous dire dans le fond, où est le bonheur? Le bonheur se situe dans une juste répartition des biens, dans une bonne organisation de la vie en commun, dans un bon rythme de la vie quotidienne. La notion de rythme de la vie quotidienne est importante pour lui, extrêmement importante. Et par exemple, dans le temps qu'il va y avoir dans les échanges, avec leur saisonnalité par ailleurs, et comment est-ce que là, on prend le temps de vivre, comment est-ce que l'échange des objets permet de rythmer la vie quotidienne en la consacrant pour part à une activité qui n'a d'autre but que de renforcer le lien et l'harmonie entre les individus. Je reviens à cette histoire de morale. Très clairement, Marcel Mauss mène une enquête sur les stratégies que les sociétés ont développées pour lutter contre l'envie. Tout simplement, contre la rapacité, contre cette espèce de pulsion humaine à s'accaparer ce qu'a l'autre. En fait, comment les sociétés qui ont d'abord primitivement, fondamentalement besoin de solidarité, sinon elles ne tiennent pas, comment les sociétés ont mis en place des dispositifs pour se développer comme solidarité, mettant des garanties, des garde-fous, des pare-feux à l'envie, à l'instinct prédateur, à la notion de la voracité. Vous remarquerez que je ne dis pas que c'est un instinct primitif, hein, des humains. En fait, comment est-ce qu'elle cherche plutôt à maintenir la collaboration et la solidarité plutôt qu'à instaurer la compétition à l'intérieur de laquelle
la prédation pourrait triompher, la voracité, l'accaparement pourrait triompher. C'est intéressant parce que nos sociétés contemporaines aujourd'hui sont plutôt, disons, des dispositifs faits pour l'envie, pour la volonté de réussir, de gagner par son mérite, d'accumuler, de faire son chemin, de faire son trou. euh, Au contraire, Marcel Mauss nous dit, voilà, dans le fond, l'échange, le- la fonction élémentaire du marché, c'est de lutter totalement contre la mise en concurrence des uns et des autres, des uns contre les autres. Vous voyez? C'est intéressant. Alors, je reviens à la question que je développais juste avant de vous parler de ces conclusions morales que déploie Marcel Mauss. Et ça va être la sempiternelle histoire de Petite Loutre, mais j'adore l'histoire de Petite Loutre. Alors, on est donc en Colombie-Britannique, chez les Kwakiutl, les Haïda, et des tribus amérindiennes qui habitent au bord de la mer, qui ont un artisanat extrêmement développé, qui savent magnifiquement travailler le cuivre, le bois, qui font des bateaux sublimes, et qui ont un système saisonnier d'échange dons d'objets à haute valeur symbolique et économique, et qui les détruisent dans une forme de concours de cadeaux. Bon. Que se passe-t-il quand il n'y a pas cet échange? Eh bien, c'est ce que raconte le mythe Petite Loutre. Alors voilà l'histoire. Un chef avait une fille cette fille, un jour, alla se promener au pays des loutres. Et pouf, quand elle revint, elle était enceinte, et elle accoucha d'un enfant qu'on appela Petite Loutre, en mémoire de sa visite au pays des loutres. Bien. Il y a un potlatch organisé pour cet enfant-là, on donne des cadeaux, mais on oublie un certain nombre de gens. Bien. Or, Petite Loutre, en grandissant, il développe des talents extraordinaires. Par exemple, il sait pêcher et ramener des tonnes de poissons parce qu'il sait se transformer en loutre. Et quand il remonte, il a la bouche et les bras chargés de poissons et il permet à sa famille de s'enrichir prodigieusement. Tout le monde est très content de cela. C'est alors que survint le drame. Un jour, Petite Loutre va aux marges, en quelque sorte, aux confins du pays fréquenté habituellement par ce chef-là, par cette tribu-là, et il est rencontré par les membres d'une autre tribu qui ne le reconnaissent pas. Ils voient une loutre, donc ils voient pas quelqu'un qui s'est transformé en loutre, ils voient une loutre, ils ne le reconnaissent pas, et ils le tuent. Et donc ensuite, ils se retransforment en être humain, alors ils sont désespérés, ils l'amènent au chef, et le chef lui-même pleure toutes les larmes de son corps, mais il ne recherche aucune vengeance. Il ne demande aucune, comment dire, remboursement, comme dans le cadre d'une vendetta. Il dit simplement qu'il convient maintenant d'inviter cette tribu-là au prochain potlatch. Et la morale de cette histoire, si on veut bien, est toute pure, toute simple. Le potlatch est le lieu de la reconnaissance réciproque. C'est à travers l'échange des objets, à travers l'échange de ces objets, qu'on s'appartient mutuellement. Si nous ne participons pas à un potlatch, alors nous ne sommes pas reconnus. Toute personne n'ayant pas participé au potlatch n'est pas tenue de reconnaître l'individu comme un semblable et peut donc le tuer. Et par conséquent, ce qui est en faute ici, ça n'est pas la tribu qui n'a pas reconnu, c'est la tribu qui n'a pas invité à la reconnaissance et qui de ce fait n'a pas garanti la vie de son membre. Pour le dire autrement, le potlatch est pour chaque individu la protection d'un système de reconnaissance réciproque. En d'autres termes, l'échange des objets garantit l'intégration, l'identification et l'appartenance à un ensemble. C'est parce qu'on fait circuler des objets ensemble qu'on s'appartient les uns aux autres et qu'on doit se reconnaître, d'abord ça c'est déjà très important, et qu'on doit se reconnaître comme des semblables. Bien. Alors, vous voyez, à travers les systèmes d'échange
je vous dis pas tout parce que c'est une invitation à la lecture, je vous rappelle, hein. À travers la description des systèmes d'échange au Samoa, à travers la description du système d'échange dans les îles Trobriand et enfin en Colombie-Britannique, Marcel Mauss a déployé une analyse différenciée, puisqu'il s'agit vraiment de 3 systèmes différents, de ce que peut être un système d'échange dont basé sur la triple obligation et la différence entre en apparence libre et gratuit, en réalité obligatoire et intéressé. Et il identifie quand même systématiquement la fonction essentielle qui consiste à, donc, pour l'échange a comme fonction essentielle d'intégrer une communauté, de permettre une reconnaissance réciproque, d'éviter toute possibilité d'accumulation et de différenciation trop forte. Donc là encore, on est dans une dynamique d'intégration. Donc c'est littéralement un effort collectif de cohésion sociale et de maintien du même et du différent, avec une compétition qui n'implique jamais la destruction de l'autre. Voilà. Ça n'est pas une guerre rituelle, ça n'est pas un système économique producteur d'inégalités, c'est un système dans lequel l'échange, l'intégration et s'il le faut la compétition, ce qui assure la continuité entre les individus et la cohérence de l'ensemble, n'implique jamais la vulnérabilisation, la destruction de l'autre. La seule personne qui se vulnérabilise, la seule personne qui est détruite, c'est la personne qui sort du système d'échange. C'est donc, en d'autres termes, la personne qui refuse le système d'intégration par avarice ou pour toute autre raison, par oubli, et qui à ce moment-là se retrouve naturellement exclu, tué, sorti du groupe. En fait, en ne respectant pas le système, la triple obligation, le système d'échange-don, l'individu se marginalise. Il s'exclut de lui-même. Alors, vous voyez, nous on a d'autres pratiques. Par exemple, j'entendais récemment à la télé, sur Internet, hein, que cette année, il y a 6 nourrissons qui sont morts dans les rues à Paris parce qu'ils étaient sans domicile fixe, parce qu'ils avaient des parents qui étaient sans domicile fixe. Voilà, qu'il y a plus de 500 personnes qui sont décédées dans la rue, toujours dans la même... alors je sais pas si c'est Paris ou si c'est le Grand Paris. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que quelle est la logique d'exclusion. Dans un cas, on a un système qui ne demande aucune richesse particulière pour respecter d'une certaine manière le potlatch, pour respecter d'une certaine manière la kula, pour respecter d'une certaine manière l'échange de biens chez les Samoans. Alors, parce que on n'a pas nécessairement à le faire, ou parce que ce sont les chefs de clan qui vont le faire, et que par ailleurs, cet échange-là ne crée pas d'inégalité. En ce qui concerne, et d'inégalité économique, en ce qui concerne notre production à nous d'inégalité, elle est immédiatement liée au mode d'échange de biens et de services et de création de richesses qui est presque basé sur l'idée de produire des inégalités, que ce soit ou non dans le cadre de l'optimum de Pareto, et c'est-à-dire que l'inégalité profite encore aux plus pauvres ou qu'elle commence à lui nuire, la croissance de l'inégalité profite encore aux plus pauvres, on est jusque-là dans l'optimum de Pareto, et dès lors que la croissance des inégalités ne profite plus aux plus pauvres, alors on n'est plus dans l'optimum de Pareto. Bref, fin de la parenthèse, pardonnez-moi, je l'éjecte. On a nous une production d'inégalité qui va produire de l'exclusion sans que la personne soit volontaire ou non, etc. Et la sanction, c'est pas une sanction symbolique, c'est pas l'idée d'avoir la tête pourrie, c'est littéralement de mourir dans la rue. Bien. Alors,
je récapitule tout, et alors j'aurais pu vous lire nombreux passages, euh, voilà, sur... alors là, déjà il faut lire le titre, c'est amusant, vous voyez. Conclusion de sociologie générale et de morale, de laisser sur le nom, hein. Il finit par nous dire, voilà, il n'y a pas de morale ni d'autres économies de celles qui permettent de mettre en place la solidarité. Il mentionne juste après la table ronde du roi Arthur. Et c'est vraiment très très bon, la très très bonne image, la table ronde du roi Arthur. C'est-à-dire un système d'échange à travers lequel on est tous à la fois rassemblés, séparés et rassemblés autour d'un même objet, la table ronde, mais à aucun moment distingués par un système de mise en égalité à travers ce système-là, quand bien même il y a de la compétition. Bien. Et il nous dit des très belles choses du genre il est inutile d'aller chercher bien loin quel est le bien et le bonheur, il est là dans la paix imposée, dans le travail bien rythmé en commun et solitaire, alternativement, dans la richesse amassée puis redistribuée, dans le respect mutuel et la générosité réciproque que l'éducation enseigne. Voilà. Alors, voilà. Pour terminer, dans les conclusions, je vais vous lire un passage intéressant. Alors, la notion de valeur fonctionne dans ces sociétés. Des surplus très grands, absolument parlants, sont amassés. Ils sont dépensés souvent en pure perte, avec un luxe relativement énorme et qui n'a rien de mercantile. Il y a des signes de richesse, des sortes de monnaies qui sont échangées. Mais toute cette économie très riche est encore pleine d'éléments religieux. La monnaie a encore son pouvoir magique et est encore liée au clan et à l'individu. Les diverses activités économiques, par exemple le marché, sont imprégnées de rites et de mythes. Elles gardent un caractère cérémoniel obligatoire efficace. Elles sont pleines de rites et de droits. Et puis il finit par nous parler de Durkheim, etc. Euh, il essaye de nous dire dans le fond que ces systèmes d'échange ont été la matrice d'éléments qu'on a retrouvés ensuite dans les systèmes d'échange économique existants dans ces sociétés-là, et qu'on a retrouvé dans un grand nombre de sociétés par ailleurs, et qui consiste à structurer l'échange de morale et de droit, et faire en quelque sorte de celui qui donne et de la réciprocité euh, dans les échanges la base de ces échanges. Excusez-moi, je m'embrouille un peu. En fait, ce que Marcel Mauss cherche à nous montrer, c'est que nous ne sommes devenus des homo economicus, des animaux économiques que très récemment, et que retrouver les fonctions sociales des systèmes d'échange dont retrouver les fonctions sociales, même des activités économiques encore nourries de droit et de morale, impliquant la grandeur de celui qui donne, euh, comprendre comme une motivation du partage des richesses et de l'échange et du don, la solidarité, le partage et le fait de vouloir rendre autant qu'on a reçu, et de se remettre finalement dans les fonctionnalités de ces systèmes d'échange-dons, c'est pour Marcel Mauss en quelque sorte l'horizon qui nous permettra de sortir du capitalisme sauvage que lui assimile finalement à une espèce de bestialité. Et en quelque sorte, comment s'en sortir? En réintroduisant des systèmes d'obligation dans l'échange, et de refaire en sorte qu'en donnant de l'âme aux objets et du sens à l'échange, on fasse de chaque échange de biens un moyen de s'appartenir un peu plus et d'être solidaire. Et pour ça, il faut régulièrement, en quelque sorte, vider la valeur faciale de l'objet et empêcher l'accumulation de l'objet en lui donnant la puissance de circuler toujours, de ne jamais rester que dans une seule maison. En d'autres termes, revenir à cette idée que c'est moins l'accumulation obtenue tout seul qui a de la valeur que la masse d'échanges produite autour de soi. Ce qui implique pas du tout d'exterminer la compétition, le prestige qu'on obtient en étant un partenaire Kula très fort, c'est une véritable gloire. C'est une aura extraordinaire qu'on obtient et on en aura plus que les autres. Mais voilà, remplacer par exemple la grande fortune par le grand prestige d'être quelqu'un de très généreux. Bien. Bah écoutez, que ce soit pour tirer de cela quelques éléments qui nourriront votre réflexion sur l'économie sociale, la démocratie sociale, la république sociale, les scopes, les SIC,
ou pour simplement vous donner extraordinairement envie de lire L'essai sur le nom de Marcel Mauss. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et je vous dis à la prochaine. D'ici là, amusez-vous bien.